Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après une année de forte récession économique établie à moins 2,6%, le gouvernement envisage un bond de la croissance évalué à 3,3% en 2021, à tel point qu'il envisage la création de 500 000 emplois, l'opérationnalisation des unités de production agro-industrielle et l'aménagement des infrastructures routières, en misant sur un budget évalué à 4 865 milliards de francs CFA. La politique budgétaire, les orientations fixées pour l'année 2021 et les objectifs escomptés sont-ils à la hauteur des attentes? Seront-ils exécutés dans les délais impartis? Élément de réponse dans un dossier consacré à l'examen du budget sur la table des députés et des sénateurs. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Et des chercheurs camerounais sont en colère. Ils déplorent la non-actualisation de leur statut depuis de nombreuses années. Ils peinent à avoir des moyens et des conditions de travail optimales pour permettre à leurs travaux de recherche d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Vous les écouterez exprimer leur ras-le-bol dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cap d'abord sur l'un des bassins agricoles du Cameroun qui croupit toujours dans le sous-développement infrastructurel. C'est dans l'arrondissement de Loum où les routes sont complètement dégradées depuis de nombreuses années. Les travaux d'aménagement observés en début d'année 2020 ont été interrompus au grand désarroi des usagers qui déplorent la pénibilité, la mobilité urbaine, notamment dans la ville de Loum, située dans le département du Mungo. D'autres précisions dans ce reportage signé Jacques Mollon et Nadine Yambou. Loum, un des bassins de production agricole dans le département du Mungo, n'est plus que l'ombre de lui-même. Ses routes sont jonchées de nids de poules, crevasses et autres zones de turbulence. Même les voies d'accès sont impraticables, donnant du fil à retordre aux usagers. Bref, circuler dans la ville de Loum est un véritable calvaire. L'état de route de Loum, vraiment, ça nous on déplore. C'est des routes qui nous donnent excessivement de travail. Et surtout aussi avec la descente du marché. L'axe la plus prioritaire, la descente du marché, elle est trop avancée. Donc même, c'est très difficile même d'y accéder parce que vraiment c'est grave. À Loum, la dégradation du réseau routier incarne toutes les peurs en raison des cas d'accidents souvent enregistrés ici. Que ce soit au lieu-dit Bonquin, Godi ou l'axe qui mène au marché de la ville. Un doigt accusateur est pointé en direction de la mairie qui peine à réhabiliter les routes. La mairie vraiment qui devait faire le strict minimum pour nous dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi aussi après une élection comme celle-là, elles ne font pas l'effort aussi d'y penser. Vraiment, Dieu nous a beaucoup aidés, nous la population de Loum, en nous donnant une carrière. C'était mieux qu'ils partent là-bas, ils ramassent. On n'achète pas, on vexe sur nos routes. Il faut que monsieur le maire essaie de nous voir aussi ça. Nous, on est vraiment mal à l'aise pour l'état de la route là-bas. Il est bien vrai que quand on parle d'un axe central, vraiment, je suis vraiment dépassé avec les routes à Loum. Je ne sais pas, il peut quand même faire l'effort de rendre les trous quand même. Mis sur le banc des accusés, le maire de Loum, Guy Kuate Wambo, avoue son impuissance à satisfaire les doléances des populations, évoquant les lenteurs dans le processus de décentralisation au Cameroun. Il faut reconnaître aujourd'hui que la ville de Loum est étendue. Et comme je l'ai dit à l'entame, les mairies ne sont pas capacitées pour faire face à ces différents besoins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous insistons à dire qu'il faut que la décentralisation soit effective. On ne peut pas transférer les compétences sans moyens. Donc franchement, c'est une préoccupation, c'est une quête permanente. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de souhaiter que l'État nous capacite pour faire face à ces besoins. Alors que la campagne pour les régionales bat son plein à travers le pays, les populations de Loum dans le département du Mungo espèrent que ces élections vont donner un coup d'accélérateur pour le développement de leur localité.
Alors qu'ils sont nombreux, des Camerounais ayant perdu leur emploi du fait de l'impact économique de la crise sanitaire et la crise anglophone, dans un contexte où le pays fait face à une récession économique évaluée à moins 2,6%, le gouvernement se montre optimiste contre toute attente. Il envisage une croissance économique à 3,3% et promet même la création de 500 000 emplois pour les jeunes Camerounais. Comment réagissent-ils à cette annonce faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, indiquant le programme économique, social et culturel du gouvernement pour l'année 2021? Des jeunes Camerounais n'y croient pas au regard des multiples promesses faites jusqu'ici et de la réalité des difficultés d'accès à un emploi décent au Cameroun. Ils s'expriment dans ce reportage signé Kediara. Le gouvernement camerounais envisage de créer 500 000 emplois décents au cours de l'année 2021. L'annonce est de Joseph Diangouté, le Premier ministre, chef du gouvernement, alors qu'il s'exprimait ce mercredi face aux députés de la nation. Une annonce qui, il faut le dire, ne suscite pas pour autant les cris enflammés des chercheurs d'emploi. Moi, je ne crois pas à ces choses. C'est du réchauffé, déjà entendu. Si déjà même des formations, après des formations dans nos universités publiques même, je dois dire, nous n'arrivons même pas à avoir un stage. Je ne crois pas que c'est la formation, c'est la création de ces emplois qui sera possible. Ce scepticisme bien assumé se justifie par le manque de confiance que ces jeunes ont développé vis-à-vis de leurs gouvernants. Pour avoir même accès à ces emplois, il va encore falloir avoir quelqu'un derrière. Il va encore falloir monnaie quelque chose. Et ça a toujours été comme ça jusqu'à présent. Des jeunes, pourtant bourrés de talent et de volonté, mais qui, fatigués d'espérer, ont choisi de se lancer dans la débrouillardise. Ils suggèrent aux dirigeants de prendre des mesures bien plus efficaces. Il y a de la pépinière, il y a de la jeunesse capable de montrer de quoi, de gérer aussi les affaires. Mais jusqu'aujourd'hui, on laisse la jeunesse sur les bains skins, sur la vente de camphres et autres. Donc, ce que le gouvernement devrait faire, c'est de créer des emplois réels. Pendant ce temps, le docteur Simon Domilep Basilekin choisit de prendre l'annonce du Premier ministre avec des pincettes de la prudence. On ne peut pas dire que les entreprises qui n'ont pas pu ni importer ni exporter vont tout d'un coup créer de l'emploi. On ne peut pas non plus espérer que le gouvernement, après avoir recruté les 25 000, puis les 10 000, puis récemment les 2 000 docteurs, est capable, lui, de créer encore même 100 000 emplois. Pour l'économiste, si le gouvernement camerounais a pris du retard dans la réalisation de ses projets et donc la création d'emplois décents, c'est aussi en partie à cause des tensions qui sévissent dans le Grand Nord, l'Est et enfin le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Des situations qui représentent de véritables gouffres à sous. Si nous avons pris quelques retards dans certains investissements, dans l'entretien des routes, dans le renouvellement d'équipements publics, ça vient principalement, à mon avis, de ce qu'on a dû consacrer beaucoup d'énergie pour combattre, pour investir dans l'armée. Il formule donc des recommandations pour permettre au gouvernement camerounais d'adoucir le quotidien de ses citoyens. Ce que le gouvernement peut faire, c'est par exemple accorder des remises d'impôts, des rabais d'impôts, afin que les entreprises ayant davantage de liquidités puissent créer des emplois nouveaux. Et le gouvernement peut également augmenter les salaires afin que le surplus de revenus amène les Camerounais à avoir une demande plus élevée. Et à ce moment-là, oui, on peut facilement créer 500 000 emplois. D'ici à ce que les recrutements soient lancés, les chercheurs d'emploi continuent tant bien que mal de vaquer à leur quotidien. Pour l'année 2021, le gouvernement annonce l'opérationnalisation des unités de production du lait, de la tomate, de la mayonnaise et autres industries agroalimentaires énoncées dans la présentation du programme économique, social et culturel du gouvernement pour l'exercice 2021. Le Premier ministre Joseph Diangouté a évoqué le budget du Cameroun qui table sur un taux de croissance de 3,3% avec un budget évalué à 4 800
865 milliards de francs CFA. Quelles sont les autres grandes orientations que se fixe le gouvernement, les objectifs escomptés pour l'année 2021? Élément de réponse avec Éric Ouattat et Jean-Paul Chouniat. Si le projet de loi de finances soumis à l'Assemblée nationale est adopté, puis entériné au Sénat, le budget du Cameroun pour l'exercice 2021 s'élèvera à 4 865 milliards 200 millions de francs CFA, soit une hausse de 232 milliards 500 millions de francs CFA par rapport à l'exercice en cours. Et selon ce texte, déposé par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé, cette masse d'argent à mobiliser proviendra essentiellement des sources et instruments financiers habituels, à savoir les recettes pétrolières et du gaz, les recettes non fiscales et dons, le gros de la collecte provenant du fisc et la douane, pour un montant global de 2 743 milliards de francs CFA. De même que le gouvernement entend mobiliser 1 481 milliards de francs en recourant à l'émission des titres publics, le financement bancaire ou encore des appuis budgétaires. Ces fonds ainsi mobilisés permettra surtout l'amortissement du service de la dette, le remboursement des crédits TVA, le règlement de la dette non structurée via la Caisse autonome d'amortissement. Par ces mesures nouvelles, l'État du Cameroun se fixe 7 objectifs majeurs, à savoir la relance de l'activité économique à travers l'allègement de la charge fiscale des entreprises affectées par la Covid-19, promouvoir la politique d'import-substitution, la mobilisation optimale des recettes publiques, le renforcement de la fiscalité locale, la lutte contre les fraudes douanières et fiscales, entre autres. Et par son plan de sécurisation de toutes ces recettes, le gouvernement financera ainsi le programme économique, financier, social et culturel que vient de présenter aux députés le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. Je vous invite à présent à suivre le Premier ministre, Joseph Dion Ngouté, qui fait savoir que la priorité sera accordée à la mise en place des lycées des métiers numériques, le financement des projets de 150 jeunes aquaculteurs pour un coût global de près d'1 milliard 500 millions de francs CFA. Il a également annoncé la construction des infrastructures routières et sportives dans la perspective de l'organisation des Cannes 2022 et du Chan 2021. Je vous invite à présent à suivre le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. Dans le secteur des travaux publics, plusieurs projets routiers et autoroutiers ont connu des avancées significatives. L'autoroute Yaoundé-Douala phase 1, d'un linéaire de 60 km, est réalisée à 91%. Les 40 premiers kilomètres sont entièrement bitumés, tandis que les 20 derniers kilomètres sont exécutés à 65%. La deuxième phase de cette autoroute, qui va de Bibodi à Douala, pour un linéaire de 136 km, est segmentée en deux lots, à savoir Bibodi et Déa, 70 km, et Déa Douala, 66 km. La procédure de sélection d'un partenaire privé en vue de la finalisation de ce projet est en cours. Dans le domaine du travail et de la sécurité sociale, il sera question d'œuvrer principalement à la réalisation des activités prévues dans le cadre du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants. Dans le cadre de la santé publique, les perspectives du gouvernement seront axées autour de la poursuite de la mise en œuvre du volet médical de la stratégie de réponse contre le Covid-19, les autres pandémies et les urgences de santé publique. La mise en place effective de la couverture santé universelle. La couverture sanitaire du Chan 2021. Le parachèvement des travaux de construction et de réhabilitation des formations sanitaires en cours. En matière de jeunesse et d'éducation civique, le gouvernement va s'appesantir sur l'accompagnement des jeunes de la diaspora à travers le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. Relativement au sport et à l'éducation physique, la priorité sera accordée à la normalisation du fonctionnement des organisations et associations sportives et à l'élaboration d'une stratégie d'entretien, de maintenance des infrastructures sportives nouvellement construites ou réhabilitées. Le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'exercice 2021 est adossé sur un objectif de relance de l'activité économique compte tenu des impacts négatifs de la pandémie du Covid-19 sur notre économie. À cet effet, les mesures appropriées
seront prises en matière douanière, fiscale et financière pour soutenir nos entreprises. Ainsi, le budget proposé par le gouvernement pour financer ce programme repose sur un certain nombre d'éléments de cadrage macroéconomique. Au plan mondial, l'économie confrontée à la crise Covid-19 devrait connaître en 2020 un fort recul de moins 4%. Dans ce contexte... C'était l'intervention du Premier ministre hier devant l'Assemblée nationale, précisant que ce projet de loi des finances pour l'exercice 2021 est également déposé sur la table des sénateurs et d'autres projets de loi sont en train d'être examinés par ces parlementaires. Et toujours à Yaoundé, un conseil de cabinet s'est tenu ce jour et au terme des différentes présentations faites par les ministres, le chef du gouvernement a prescrit l'accélération des procédures visant la mise en œuvre d'une véritable filière industrielle pour renforcer la capacité du Cameroun à disposer d'une industrie pharmaceutique pour faire face à la crise sanitaire, également améliorer la mise en œuvre des projets infrastructurels au Cameroun. Évoquons à présent les nombreuses entraves qui plombent l'essor du transport terrestre en zone CEMAC. À côté des tracasseries routières, l'absence des balises impacte sur les échanges commerciaux dans la sous-région. Des syndicats et les structures de fret routier se concertent pour mieux adresser ces problématiques. Innocent Abega et Donald Brice-Camara nous en disent plus dans ce reportage. C'était une rencontre statutaire, mais le bureau de gestion du fret terrestre pour le Cameroun et le bureau d'affrètement routier centrafricain pour la RCA se retrouvent dans un contexte d'agonie du transport sur les corridors Douala-Bangui, Douala-Djamena. Depuis un certain temps, le transporteur, qu'il soit camerounais ou centrafricain, tchadien, n'arrive pas à répondre à ce qu'on attend de lui. Pourquoi? Parce que le prix qu'on lui donne ne peut pas le faire avancer. Les prix, ils sont à l'origine des inquiétudes des transporteurs camerounais, centrafricains et tchadiens. Les bureaux de gestion des fret sont en accord avec les syndicats. Il faut respecter les tarifs arrêtés. À tous les transporteurs camerounais, centrafricains et qui ont tous été en phase avec nous, ont donc finalement décidé de chacun à son niveau prendre ses responsabilités et d'appliquer le tarif consensuellement arrêté aussi bien au niveau du Cameroun qu'au niveau de la RCA. Donc ce tarif consensuellement arrêté a quand même une date butoir. On a dit qu'à partir du 1er janvier 2021, il faudrait que tout le monde soit arrimé à ce nouvel environnement économique. Les prix planchers, ce sont 3 350 000 francs CFA pour la RCA et 3 300 000 pour N'Djamena au Tchad. Autre préoccupation, le défaut de balises sur les corridors. Il est à l'origine des longues attentes et des pertes financières dans le secteur. Après le chargement, les transporteurs, les véhicules peuvent être immobilisés une dizaine de jours en attente de la disponibilité des balises. Pour résoudre la question des balises, les bureaux de gestion des fret envisagent la mise en place d'un GPS routier pour réduire délais et coûts. Autre résolution, la conjugaison des efforts pour sécuriser les lettres de camions et assurer les paiements en ligne. Les chercheurs camerounais dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, lesquelles s'aggravent en raison du statut obsolète du chercheur au Cameroun. Il date d'une quarantaine d'années, malgré leurs multiples appels, il n'a pas été toiletté. Du coup, ils déplorent cette situation et appellent à la révision de leur statut, la révision du départ de l'âge de départ à la retraite et ainsi que l'augmentation du budget dédié à la recherche au Cameroun afin qu'il contribue à l'émergence socio-économique du pays. Le syndicat des chercheurs s'est exprimé dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Régi par un statut qui date de plus de 40 ans, les chercheurs camerounais s'estiment lésés. Ça fait plus de 20 ans que les chercheurs pleurent, que les chercheurs disent au gouvernement que nous pouvons porter le développement. Et on ne comprend pas. Le chef de l'État a créé un compte spécial de modernisation de la recherche en 2009, mais que le chercheur qui exerce à titre principal les missions de recherche et de développement soit totalement exclu de ce compte-là. Les questions de développement font partie de l'ADN des chercheurs, mais ils se retrouvent un peu dans un environnement où ils sont tellement frustrés parce que l'État ne les accompagne pas suffisamment au niveau du financement de la recherche.
Cette frustration est d'autant plus grande que le financement alloué à la recherche est presque insignifiant comparativement à ce qui se fait ailleurs. Nous voyons un peu comment le Maroc, l'Égypte essaient un peu de mettre l'accent sur le financement de la recherche en augmentant leur produit intérieur brut. Et on voit ce que ça a comme impact dans le monde globalement. Quand on parle de la proportion du PIB, on se rend compte que dans la période de 2000-2015, cette proportion est quittée de 1,5 à 1,7%. Alors qu'au Cameroun, nous sommes encore à 0,04%. Je ne sais pas s'il y a un pays au monde. Une semaine après l'adoption de la stratégie nationale de développement 2020-2030, le syndicat national des chercheurs du Cameroun monte au créneau pour revendiquer la place et le rôle de la recherche dans l'atteinte des objectifs fixés à travers l'amélioration de leurs conditions de travail. Donc nous voulons dire au gouvernement que nous sommes prêts pour porter cette vision 2035, qu'on comprenne qu'en réalité, on a besoin d'un cadre juridique conséquent, par exemple la révision du statut des chercheurs, la promulgation d'une loi portant orientation de la recherche, et on a besoin également de relever la proportion du PIB alloué à la recherche. Il y a donc lieu de baliser la voie en vue d'une contribution efficace des chercheurs à la stratégie nationale de développement qui vient d'adopter le gouvernement. Nous attirons simplement l'attention du gouvernement parce qu'on a 80% des directeurs et maîtres de recherche qui ont retraite dans 2 ans. Ce sont des compétences qu'on ne doit pas perdre. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on a les maîtres et directeurs de recherche qui vont à la retraite à 55 ans. Dans le monde entier, on sait que c'est entre 65 et 70 ans. Parce que le secteur de la recherche, c'est un secteur spécifique. On ne comprend pas comment est-ce que le président depuis 2001 a demandé la refonte du statut des chercheurs. Mais aujourd'hui, presque 20 ans après, on soit encore en train de traîner le pas. Au bout d'une vingtaine d'années de patience, les chercheurs sont certes mécontents et déçus, mais ne désespèrent pas, dans une démarche républicaine, de voir les choses changer. Si tant est que le gouvernement a enfin compris qu'ils peuvent impulser le développement attendu. La lutte contre la pandémie du Covid-19 a mis en veilleuse d'autres pathologies. Le paludisme, par exemple, reste la première cause de mortalité en Afrique, mais il attire de moins en moins l'attention des autorités sanitaires au Cameroun. Des acteurs de la société civile s'inquiètent pour la santé des patients camerounais. Évocation avec Joël Essengue et Aïk Cyril. C'est un sentiment d'amertume qui anime des acteurs de santé à Yaoundé. Depuis l'avènement du coronavirus, d'autres maladies semblent avoir été oubliées. On a l'impression que les autres maladies n'existent plus. On a plus mis l'accent sur la Covid. Ça fait que même dans les hôpitaux, on ne voit plus beaucoup de malades de palu parce que les gens ont déserté. Malgré les effets dévastateurs du coronavirus, le paludisme par exemple reste la première cause de mortalité dans le monde. Des acteurs de santé conseillent de rester vigilants vis-à-vis du paludisme, tout en observant les mesures barrières contre le coronavirus. De la même façon, nous respectons les mesures barrières contre la Covid. Nous le ferons également avec le paludisme. Ça veut dire que nous devons dormir sur la moustiquaire, imprégnée. Déjà, nous devons éviter de laisser nos eaux ouvertes. Ça veut dire qu'on peut les fermer. Si on a même les seaux d'eau dans la maison, on peut les fermer de peur que le moustique ne se développe. Donc il y a également des mesures que nous pouvons prendre, même pendant la Covid-19. Ça ne doit pas nous empêcher de penser que le paludisme est là et c'est là réellement. La vigilance est d'autant plus de mise que les symptômes se ressemblent et peuvent prêter à confusion. Les symptômes se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Si bien que ceux qui ont la Covid ont peut-être l'impression que c'est le palu et ceux qui ont le palu pensent que c'est la Covid. Donc ça crée un petit flou, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à se soigner correctement parce qu'ils ne savent exactement quelle maladie ils ont. Sous la houlette de Impact Santé Afrique, Yaoundé abrite une session de formation qui vise à accroître les connaissances des acteurs de santé sur le paludisme et le Covid-19. La plus-value ici de ce séminaire, c'est qu'il forme les OSC ici dans la lutte contre le paludisme en contexte Covid. Le séminaire me permet de faire la différence entre le paludisme et la Covid parce qu'on nous explique exactement les symptômes et on nous explique aussi les similitudes. Des organisations de la société civile ainsi que des organisations dites à base communautaire impliquées dans la lutte contre le paludisme en contexte Covid prennent part à la formation. Initialement prévu ce jeudi, les obsèques du bâtonnier Kakunte Patié Charles ont été reportées à une date ultérieure. En attendant le nouveau programme, des veillées sans corps sont organisées au domicile
de la famille du défunt Konsamba dans le département du Mungo, là où se recueillent avocats et les proches du défunt. Reportage avec Cyril Ndjemba et Sylvestre Zangao. Vêtus de leur robe, c'est en nombre que les avocats ont pris part à la messe dite en la mémoire du bâtonnier Charles Tchakouté Pati au domicile de ses parents, au quartier 600 Konsamba. Une veille sans corps très courue, meublée de prières et de témoignages. La douleur, elle est vive, elle est immense. Aujourd'hui, nous lui rendons l'hommage mérité parce que le bâtonnier, l'avocat et le père que Maître Charles Tchakouté était nous manquent. Un homme qui savait se battre pour ses frères et pour ses confrères. Un homme qui était au four et au moulin toutes les fois que la défense était touchée. Comme des enfants qui se souviennent de leur père, prompts à voler à leur secours, quelles que soient les difficultés, les avocats se lamentent du départ de leur bâtonnier, surtout en ces temps où beaucoup d'entre eux traversent des moments difficiles. Tant qu'un avocat était en difficulté, comme tu aimais dire, tu perdais le sommeil. Hélas, depuis que tu es mort, on se rend bien compte que tu n'es plus là. Les incidents de la dernière fois montrent à suffire que tu n'es vraiment plus là. Tu nous laisses, comme on dit, au carrefour. Jamais bâtonnier, la réaction d'un bâtonnier n'était autant acquise. Jamais. Parce que je le dis, et dans la fuite d'un bâtonnier. Initialement prévu le week-end prochain, les obsèques du bâtonnier Maître Charles Tchakouté Pati ont été reportées à une date ultérieure. Un public dans ce journal, Orange Cameroun inaugure le village Moumour dans la région septentrionale. Objectif pour Orange, c'est de réhabiliter à la fois les infrastructures scolaires et d'autres services sociaux de base afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Reportage. La Fondation Orange Cameroun inaugure son 6e village Orange de Moumour à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Les travaux du projet Village 2020 sur le site de Moumour ont consisté en la réhabilitation complète de l'école publique de cette localité. Un geste salué par les jeunes apprenants et le corps enseignant. Les salles de classe les murs étaient fendiers et les enfants se communiquaient à travers le mur. Maintenant, nous sommes vraiment dans des beaux bâtiments avec des tables bancs aussi en bois rouge et certains enfants s'asseyent même le sol. Je crois que je suis très reconnaissant envers la Fondation Orange Cameroun. Ainsi, 6 salles de classe ont été rénovées. La transformation de l'ancien centre de santé en domicile d'astreinte, la construction de 2 blocs de 6 latrines à l'école. Orange a vraiment arrangé du bas en haut partout quoi. Et nous disons merci à la Fondation Orange. Déjà présente dans 6 régions, le programme Village Orange compte s'étendre à travers l'ensemble du pays. Leur objectif, c'est de permettre aux communautés d'avoir accès aux piliers de base de développement, notamment l'éducation, la santé et l'eau potable. Nous avons un plan d'action qui va se déployer à partir du mois de janvier. Mais pour ce qui est du projet Village en particulier, nous avons déjà mené cet exercice dans 6 différentes régions. Il nous en reste 4. Et nous allons procéder bien sûr à l'inauguration d'au moins un projet Village au cours de l'année 2021. Nous allons aussi continuer à déployer nombreux autres projets dans le domaine de l'accès au numérique, dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Il est prévu par exemple l'électrification solaire du centre de santé de Mbang-Foubé, où nous avons réalisé un village en 2018. Donc nous avons plein de projets. Nous allons communiquer les éléments de notre plan d'action en temps et lieu. Consciente et soucieuse des conditions de vie des communautés dans lesquelles elle mène ses activités, le programme Village Orange de Moumour, financé à plus de 70 millions de francs CFA, participe à la lutte contre l'illettrisme en facilitant et en encourageant l'éducation et la formation là où les conditions sociales font obstacle. Orange.
Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. La lutte contre le coronavirus met en veilleuse d'autres pathologies, en l'instar du paludisme. La société civile tire la sonnette d'alarme au regard des cas alarmants de paludisme enregistrés au Cameroun. Le paludisme qui continue d'être l'une des maladies les plus meurtrières dans le pays. Et la stratégie de lutte, elle, est en train de s'essouffler. Ça s'inquiète ainsi ces acteurs de la société civile et d'autres spécialistes de santé publique qui attirent l'attention du gouvernement sur la nécessité de financer également la stratégie de lutte contre le paludisme et permettre à de nombreuses familles de disposer des moyens à la fois de prévention et des moyens de lutte contre la maladie, le paludisme. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Et bon week-end à vous également. Je vous souhaite également un très bon week-end. Rendez-vous lundi 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Cissé Bamanga, Yahweh Fongan, Joseph, Pierre-Manuel Bignam, je pense à Joseph Esparbion, et Raphaël Ndougou. Est-ce que vous comprenez qu'on nous apprend que le paludisme fait toujours autant de morts, mais depuis mars que la stratégie de riposte contre le coronavirus a été mise en place par le gouvernement, on a tendance à oublier que d'autres tueurs existent, entre guillemets. Nous devons faire l'effort d'aimer notre pays, d'aimer le Cameroun. Et lorsqu'on aime le Cameroun, on doit pouvoir se dire des vérités en face. Oui. Je voulais donc dire que le paludisme, on n'a pas commencé à lutter contre le paludisme. Parce qu'il y a des petites campagnes qu'on mène souvent et puis on vient donner des moustiquaires. Pourtant, le problème, le verre est dans le fluide. Regardez dans la ville de Douala le niveau d'insalubrité. Regardez comment nous nageons au quotidien avec les moustiques, nous vivons avec les moustiques au quotidien. Quelqu'un même dit qu'au moment où on demandait aux animaux de respecter l'homme, est-ce qu'on n'avait pas dit aux moustiques de respecter l'homme? C'est pour un peu caricaturer et démontrer que nous-mêmes, à un moment donné, nous voulons rester dans la maladie, nous les populations. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait par ces pouvoirs publics et même ces collectivités territoriales décentralisées? Parce qu'à un moment, si on est piqué par une moustique, c'est pas femelle ou quelque chose comme ça, et que c'est ce moustique-là qui vous donne le palu, et alors que nous avons des centaines de milliers de moustiques chaque jour ici à Douala, donc si on donne même les moustiquaires, vous n'allez pas laisser avec les moustiquaires pendant qu'il y a une chaleur qui est devenue à Douala aujourd'hui. Si vous êtes assis dehors ou même à l'intérieur, les moustiques vont vous piquer. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire quand même, c'est d'essayer au niveau du ministère de la Santé publique et les autres ministères, parce que parfois quand il y a une maladie comme celle-là, on a l'impression que c'est juste une affaire du ministère de la Santé. Ça doit être une affaire que quand le Premier ministre s'assoit avec ses membres du gouvernement, qu'on donne des directives dans ce sens et que tous les ministères qui peuvent contribuer, toutes les personnalités peuvent contribuer pour qu'on essaie d'éradiquer cette maladie-là. Vous savez que le paludisme tue depuis des années. Plus que cette affaire dont on parle. Et puis bon... Quelle affaire? L'affaire dont vous parlez, la Covid, quelque chose là. C'est moi qui parle? Vous parlez pas de ça? Je n'aime pas parler de ça. Pourquoi? Je n'aime pas parler de ça parce que les gens, c'est sûr que les gens aiment bien prendre l'argent lorsqu'il y a des pandémies, au point d'oublier l'essentiel. Puisque de toutes les façons, nous savons que cette grippe qui secoue les Blancs ne peut pas secouer. Je vous l'avais dit ici, sur ce plateau, lorsque... vous nous avez invité dans le cadre de cette pandémie. Nous vous avons dit que nous avons les potions de notre village qui peuvent nous soigner et Dieu se le sait. En ce moment, si ceux qui me regardent savent que j'ai les échos dans ma chambre, ça dit que je bois ça au quotidien. Et donc, si vous pensez qu'on va laisser le paludisme où on a les solutions, nous-mêmes les populations qui parlons, nous devons tout faire pour vivre quand même dans la pauvreté, mais aussi ceux qui ont abandonné pour beaucoup plus financer le Covid-19, parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'argent. Non. Je crois que toutes les maladies
peuvent tuer au même titre que cette affaire-là. Et pour finir, tout à l'heure, dans le journal, on parlait des actions que le gouvernement va mener en 2020. On parlait donc de cette affaire des hôpitaux. Donc on peut parler du plateau technique 2021, je veux dire, et puis pour santé pour tous. Au départ, c'était en 2000. Maintenant, c'est dans 2021. Il faut donc... santé pour tous en 2021. C'est le cas là maintenant. Parce que si on dit santé pour tous en l'an 2000, et nous sommes en 2020, et bientôt 2021, quand je sais que dans mon village, il y a un centre de santé, et qu'il y a une dame qui est infirmière à la retraite, s'occupe de nos malades, je me demande si... Vous dites le centre de santé, c'est une village infirmière à la retraite. Le centre de santé du village Acier, c'est notre maman à la retraite qui s'en occupe. On n'a pas affecté un personnel. On n'affecte pas. On peut construire, on n'affecte pas les médecins. Quand vous prenez les statistiques, un médecin, c'est pour combien de Cameroun au Cameroun? Donc, il faut donc qu'on recrute, on lance des concours dans ce sens, qu'on recrute pour davantage chercher à soigner les Camerounais. Mais si nous restons là à se concentrer sur l'affaire de Covid et tout ce qui va avec et de l'argent, alors les gens vont mourir de paludisme et d'autres maladies, tout simplement. Ok, Guy Fongan, sur cette situation, le palu qui tue, vous avez vu, la société civile s'indigne, hein, vous aimez bien ce terme, s'indigne de ce que on oublie le grand tueur qui est le paludisme pour concentrer les énergies sur Covid-19. Non, ça se tient, ça s'explique. C'est-à-dire qu'on a assisté depuis février à une sorte de théâtralisation. On avait fait une sorte de maladie star, c'est-à-dire une véritable spectacularisation d'une maladie qui a commencé à faire peur à tout le monde du monde entier. Après nous avoir prédit l'apocalypse en Afrique, on voit bien qu'on s'en est plutôt très bien tiré, très bien sorti. Et il faut le regretter sérieusement parce qu'on s'est laissé embarquer dans le diktat de l'OMS pour faire exactement ce que l'OMS souhaitait qu'on fasse, et on a subi, comme beaucoup de pays africains, notamment le Cameroun, mais n'a pas su saisir l'opportunité. Le palu, on ne le dit pas assez, mais le palu tue plus que le sida. Je veux dire que il y a des maladies comme celle-là qui ont une capacité de nuisance extraordinaire sur les populations, mais comme le Covid faisait générer beaucoup d'argent, le bailleur de fonds faisait rentrer beaucoup d'ailleurs. Monseigneur Clil a fait beaucoup de mal à nos dirigeants avec sa fameuse potion, parce que on nous avait embarqué dans une spirale de rentrée d'argent assez extraordinaire. Il est venu stopper l'hémorragie, il a tué l'oiseau en plein vol avec sa potion, et je vous rassure que ça n'a pas fait beaucoup de bien à ces gens-là, parce que il les a empêchés de s'engraisser, de s'enrichir. Mais le regret qu'on peut avoir tous, c'est notre incapacité à pouvoir saisir cette opportunité. Parce que je suis de ceux qui pensent que cette pandémie aurait été l'excellente occasion pour nous, le Cameroun, de révolutionner notre pharmacopée qui fait des choses miraculeuses. Vous et moi savons qu'il y a des maladies qu'on ne soigne pas à l'hôpital. On a les recettes de grand-mère qui marchent. Les dames qui nous regardent à la maison savent que quand l'enfant la rate, on sait qu'on n'amène pas à l'hôpital, on sait comment le guérir. Que l'enfant qui a ce qu'on appelle les rouges fesses, les mamans savent ce qu'il faut faire. L'enfant qui a même la typhoïde, on sait que on soigne mieux cette maladie avec notre pharmacopée. Il y a beaucoup de maladies comme ça qu'on a réussi à dompter avec notre pharmacopée qui est très très riche. Donc cette pandémie, et enfin moi c'est la petite amertume que j'ai, parce que j'ai pas l'impression que nos gouvernements a véritablement accompagné enfin je vais pas dire praticiens, mais nos naturopathes qui avaient des recettes qui pouvaient mettre à contribution. Ça aurait été une excellente occasion que notre pharmacopée aille à la conquête même de l'Afrique et du monde, parce qu'il y a vous savez qu'aujourd'hui quand vous allez notamment en Chine, quand vous arrivez là, ils ont du mal à soigner le palu parce qu'ils ne comprennent pas trop bien ce que c'est. La plupart de ceux qui voient, quand ils arrivent là-bas, parfois on est obligé de voyager avec nos médicaments ici, parce que quand vous arrivez là-bas, vous allez faire le tour des examens, ils auront du mal à vous dire ce que c'est. Et on a vécu ça plus d'une fois. Donc pour dire que notre pharmacopée doit véritablement ce combat doit être pris à bras le corps par notre système gouvernant, mais
Bon, j'ai souvent rappelé ici qu'on est malheureusement dans une espèce d'aristocratie de la nonchalance, qu'on est dans la forme la plus achevée de l'inertie. Parce qu'à la vérité, on aurait pu saisir cette opportunité avec cette pandémie pour aller à la conquête de l'Afrique et aller à la conquête du monde avec notre pharmacopée qui guérit plusieurs maladies. Il y en a qui disent que même le sida, on peut soigner avec notre pharmacopée. Il y a beaucoup de maladies comme ça, sauf qu'on n'a pas mis l'accompagnement nécessaire et c'est un peu regrettable. Aujourd'hui, de moins en moins on parle de Covid parce que beaucoup savent exactement ce qu'il faut faire et comment contenir la maladie. Ok. Si c'est Bamanga, vous pensez qu'il est temps de redonner comme ça, de financer comme le demande la société civile, injecter beaucoup de moyens pour le paludisme, comme ça a été le cas pour Covid-19? Écoutez, M. Serge Alain Autou, injecter beaucoup d'argent pour le paludisme, non. Injecter beaucoup d'argent pour nos établissements, pour nos hôpitaux, oui. Pour les personnes qui veillent, qui veilleront, qui prennent soin de nous dans les établissements de santé. Oui, le personnel de santé, oui. J'ai même pas envie de parler, M. Serge Alain Autou. Vous imaginez, dans le septentrion, prenez les 3 régions, il y a quelque chose qu'on appelle une imagerie, là où on fait des radios, je ne sais pas si c'est comme ça. Il y a un seul seulement aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, vous faites un accident à Ngaoundéré ou à Garoua, vous êtes obligé d'aller à Maroua pour le faire. À un moment, il n'y en avait que seulement dans le nord, il n'y en avait pas dans la Damawa et l'extrême nord. Non, mais écoutez, M. Serge Alain Autou, quand on revient dans les grandes villes comme Douala, nos hôpitaux, les districts de santé sont juste là. On a juste fait du maquillage, on a mis de la belle peinture, on a mis des pavés. Je pense directement à mon hôpital district. Je l'ai dit et je l'ai redit. Un hôpital qui a une morgue, qui n'a pas de groupe électrogène. Moi qui est à 50 mètres, des populations qui habitent là-bas, on passe 2 jours, 3 jours, on n'a pas de lumière. Les corps se dégivrent, ils redeviennent normaux. Ça donne des maladies, monsieur. Ils redeviennent? Non, quand il n'y a pas de lumière, les corps se dégivrent. Oui. Après, la lumière revient, ça devient encore normal. Oui. Ça donne beaucoup de maladies, monsieur Serge. Alors, vous le savez. Vous ne voulez pas donner le quartier, c'est ça? Non, je suis de la 2e, tout le monde le sait. Je n'ai pas peur aujourd'hui, je ne me cache pas, je suis un homme politique. Quand vous faites ce que je fais, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Je l'ai dit à mes députés, je l'ai dit à beaucoup de personnes, même en off. Mettez-nous... Vous dites qu'il n'y a pas de groupe il n'y a pas de groupe électrogène là-bas. On en a besoin. On en a besoin. Il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas là-bas. Moi, je suis allé jusqu'à demander à certains internationaux footballeurs, dont je ne citerai pas le nom, que Dieu, que la chance a donné, qui sont à Nubel, apportez-nous certaines choses. On n'en a pas. Non, mais M. Serge Alain Autou, il faut prendre beaucoup d'argent pour mettre vraiment dans les établissements de santé. Au-delà de ce que mes frères ont demandé sur le palu, mais on ne peut pas arrêter ça. C'est un gros business aujourd'hui entre les pays africains et les pays occidentaux. Si le palu finit aujourd'hui, il n'y aura plus de subventions, monsieur Guy Fongan. Voilà pourquoi il faut que le palu continue. Regardez un petit peu dans nos quartiers. Tout à l'heure, Raphaël l'a parlé. Dans nos quartiers, quand on donne seulement comment vous appelez ça, les moustiquaires pour partager, c'est une histoire d'amitié ou bien de parti de machin. Ça ne vient même pas aujourd'hui. Donc la politique intervient? La politique intervient aujourd'hui. Dans la distribution des moustiquaires? Vraiment, M. Serge Alain Autou, ce que moi je demande en tant que Camerounais, pas homme politique, c'est de revoir nos établissements. Moi qui vous parle là, si j'attrape quelque chose, la première chose que je vais faire... Raphaël Edougou parlait du district de... Vous avez dit, dans votre village, il y a un centre de santé, il y a un personnel qui est à la retraite déjà. Les personnels sont en retraite. Vous avez des jeunes... On dit qu'on n'a pas envoyé. On n'a pas envoyé, mais lui, il est parti même. Excuse-moi, Raphaël, c'est pas pour dénigrer ton village ou quelque... Tu es même allé très loin. Aujourd'hui, même dans les grandes villes, vous allez dans les hôpitaux. Déjà, les médecins ne sont presque jamais là. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont où? Je ne sais pas. On vous demande, vous venez là, vous avez mal au crâne. On vous dit que non, le spécialiste viendra jeudi. Est-ce que votre maladie va attendre jeudi, monsieur Serge Alain Autou? Sinon, quand vous sortez, il y a quelqu'un qui vous suit, dit que non, il vous guide vers une clinique privée. Ce n'est pas tout le monde qui a de l'argent pour aller là-bas. Mais non, il faut que nous revoyions ensemble. C'est ce que moi, je souhaiterais. On revoit comment on va améliorer nos établissements de santé pour que nous tous,
nous profitons. Vous savez, pour chuter rapidement, M. Serge Alain Autou, nous avons atteint à un haut niveau où la Covid était là. Il n'y avait plus des avions pour voyager. Et moi, j'étais très content. J'étais content, pourquoi? On dit le malheur des uns font le bonheur des autres. Mais malheureusement, moi, j'étais très content de ce malheur. Pourquoi? Parce que ça arrivait à ce que ceux qui prennent des avions pour aller se soigner ailleurs, ils n'ont pas pu. Bon, chance que cette affaire n'a pas duré. Aujourd'hui... Ah, c'est terminé? Bon, aujourd'hui, les aéroports sont déjà actifs et puis ça, non. Mais pour revenir, en réalité, je demande aux gouvernants, dès 2021, s'ils ne peuvent pas mettre cette affaire de santé pour tous, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, ils sont très bien pour dire, mais difficile à faire. Donnez-nous au moins des établissements de bons établissements. Parce qu'aujourd'hui, des plateaux techniques, on a le CHAN qui est là. On a la CAN qui est là. Mais ça va être comment, M. Serge Alain Autou? Imaginez dans un match ici, je dis n'importe quoi, Gabon-Zimbabwe. Si un joueur, vraiment, il a un double tibia couronné, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? C'est très critique. C'est très critique. Hôpital général, c'est à combien de temps? Alors que si le premier centre de santé est bien amélioré, est bien défini, si à gauche, à droite, les choses sont très bien encadrées, c'est une fierté, non seulement pour le Cameroun, mais pour tous les Camerounais. Ok, Pierre-Emmanuel Bignam, sur cette situation Covid qui a fait oublier les autres tueurs. Pour comprendre comment le gouvernement camerounais fonctionne, il faut aller dans certains villages, au fin fond des villages, voir certains championnats de vacances, de football amateur. Lorsque le ballon est au couloir droit, toutes les deux équipes, à part seulement c'est seul le gardien qui reste, mais tous les 10 entrants des deux équipes vont du côté droit. Tout le monde suit le ballon. Quand on frappe le ballon, il va encore couloir gauche. Tout le monde se dirige là-bas. C'est comme ça que le gouvernement camerounais gère les choses, le régime en place. Ils n'ont aucun planning. Ils n'ont aucune boussole. Ils n'ont aucun suivi. Ils ne font pas d'évaluation. Voilà pourquoi la Covid a été gérée clopin. On n'a pas connu réellement quel était le vrai plan de riposte nationale de cette pandémie. On a vu des ministres faire des sorties, des communiqués, on a vu des gouverneurs réagir, on a vu des préfets, des sous-préfets, ainsi de suite. Même au-delà du plan, le protocole de guérison n'a jamais été... Donc, personne ne sait comment ça fait que du coup, les gars ont profité, comme Guy le disait tout à l'heure préalablement, et Cissé, et Raphaël aussi, de quand ont profité pour mettre la main sur les subventions, sur les aides que la communauté internationale a octroyées au Cameroun. Alors, ils ont oublié le paludisme? Non, puisqu'ils n'ont jamais considéré véritablement le paludisme. Ils ne l'ont jamais considéré. Dans un pays où il y a un médecin pour à peu près 100 000 habitants, vous pouvez comprendre que le Cameroun est très loin en ce qui concerne la couverture sanitaire pour ces populations. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Il y a beaucoup à faire. Et ce ne sont pas les moyens qui manquent au gouvernement camerounais pour le faire, mais c'est la volonté. La volonté d'assurer la santé aux populations qui manque à ces gouvernants, puisque de toutes les façons, eux, lorsque quelqu'un fait un AVC parmi eux, il est directement, il est envoyé en Europe par un avion médicalisé. Lorsque un de leurs enfants veut se faire une petite opération au niveau du bras, on les envoie en Belgique, on les envoie en Suisse, ainsi de suite. Ils ne se soignent pratiquement pas dans nos hôpitaux. Voilà la raison pour laquelle ils ne considèrent pas la souffrance et les manques que la population connaît dans ces hôpitaux. Les enfants continuent à mourir d'insuffisance rénale et tout à la Quintini de Douala. Moi, j'ai un cas concernant ma propre famille. Qu'un enfant arrive à la Quintini, il fait 2 semaines dans un pavillon.
le major, c'est-à-dire que le chef de bloc n'est pas au courant qu'un enfant de 12 ans est en train de faire l'insuffisance rénale dans ce rayon, dans ce bloc-là, rayon-là, jusqu'à ce qu'il décède. On lui fait les examens, sa maman monte et descend, qui est ma petite soeur, pour chercher un médecin pour venir interpréter les examens. C'est 5 jours plus tard, le jour où le médecin vient interpréter les examens, il trouve que l'enfant a déjà rendu l'âme. Vous imaginez? Donc voilà les réalités. N'allons pas au nord, n'allons pas à Sabongare, où pour le seul centre médical partant de Sabongare, c'est dans le Ndonga Matun Division, dans le nord-ouest. Le seul centre de santé partant de la frontière nigériane, en passant par Sabongare, c'est l'hôpital de Nkambe. Dieu seul sait le nombre de kilomètres qu'il faut parcourir, des centaines de kilomètres pour arriver là-bas et l'état de la route. Donc, le Cameroun est très mal et se porte très mal sur le plan sanitaire. La Covid, merci, Dieu est grand. Il nous a sauvés de cette hécatombe-là parce que Dieu se souvient souvent de ses enfants. Mais le gouvernement camerounais n'a presque rien fait, je pèse mes mots, pour sauver sa population de cette hécatombe qui était annoncée. Maintenant, il est temps, comme Cissé a dit, qu'il se réveille, pas pour commencer à courir derrière le paludisme, parce que pendant qu'ils sont en train de courir derrière le paludisme, il y a également d'autres pathologies qu'ils vont négliger, comme d'habitude, et qui vont refaire surface. On a par exemple le choléra. Moi, je dis toujours terre à terre. Les gens meurent encore de choléra au Cameroun, à Douala, ici même à Akwa. Les gens meurent encore de choléra parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas l'accès d'eau potable à toutes les populations. La dernière fois, les gens confondent l'eau potable à une eau qui est claire. L'eau potable n'est pas une eau claire. Plein de quartiers ont développé des systèmes d'auto-organisation qui leur permettent d'avoir accès aux forages. Mais ces forages, est-ce qu'ils sont traités de façon à ce que l'eau soit potable? Non, mais Jean de Coupé, à l'université, quand nous allons à l'époque au restaurant universitaire, il y avait au resto U, des grandes casseroles. Oui. L'eau n'était jamais claire là-bas. Et les gens qui étaient à Fac Sciences avaient réussi à nous démontrer que le maître s'était trompé à l'école primaire. Parce qu'on avait appris que l'eau potable est incolore, inodore, sans saveur. Mais je vous dis, au resto U, à l'université à l'époque, l'eau n'était jamais... On avait toujours une eau jaune. Et avec des grandes cuvettes, c'est là que tout le monde se servait. Et ils avaient réussi à nous démontrer que le maître de l'école primaire s'est trompé. À l'époque, par exemple, la dernière fois, je suis allé dans un quartier à Edea qu'on appelle Tibra, qui est mon quartier aussi. Ces derniers temps, le niveau de moustiques, il y a certains types de moustiques qu'on appelle les moutmout, qui se sont accentués, ça sort de la Sanaga. On me dit qu'à l'époque, ma maman me dit qu'à l'époque, l'État envoyait souvent des avions, des petits avions là, pour pulvériser tout le long du fleuve Sanaga. Ils pulvérisaient et ils neutralisaient et tuaient tous ces moutmout qui étaient embryonnaires. Ça fait que les populations, non seulement de Tibra, mais tous ceux qui habitaient tout le long de la Sanaga, jusque dans le Nyong et Kele, passaient des périodes, de longues périodes, sans qu'il y ait ces moustiques-là. De plus en plus, toutes ces pratiques ont quasiment disparu. Le train de vie de l'État ne fait que augmenter. Le nombre de prados dans les parkings des ministres et des communes de l'État ne fait que gonfler, alors qu'on a les possibilités de continuer à mettre ces pratiques au profit des populations pour réduire davantage le niveau de pathologie qui peut détruire nos populations. Voilà, on va faire un dernier tour de table. Je commence par vous, Raphaël Ndougou. Le chef doit faire de la politique ou pas? Qu'est-ce qu'on retient? Il faut retenir que le chef doit faire la politique s'il a choisi son bord qui respecte le bord de ses populations. Parce que si le chef ne fait même pas la politique, il n'y a que celui qui dort avec la poule qui sait comment la poule peut ronfler dans la nuit. Ça veut dire quoi? Les chefs qui résident notamment dans nos villages connaissent mieux les problèmes de leur population. Et c'est même peut-être pour ces raisons que les chefs seront dans le conseil régional pour pouvoir porter les problèmes de sous-développement de leur village au niveau de l'administration pour essayer de trouver des solutions à cela. Maintenant, les chefs doivent donc aussi prendre les dispositions pour éviter les conflits
négatifs, parce qu'il y a des conflits négatifs où vous ne pouvez plus imposer votre point de vue, même à votre enfant à la maison. Parce que votre fille va vous dire, papa, moi j'ai choisi de faire telle option à l'université. Tu ne vas pas dire à ta fille, non, j'ai choisi telle option. C'est la même chose en politique. Donc si les chefs évitent ça, nous, les populations, devons du respect aux chefs, mais les chefs aussi doivent comprendre, comme M. Benjamin dit à un moment donné, que le chef est comme un esclave, puisqu'il a sa cour, où les gens doivent lui faire également des propositions. Donc le respect du chef est là, et maintenant le chef lui-même doit prendre la posture de quelqu'un qui est un vrai chef. Mais les faux chefs existent aussi. Parce que quand vous achetez la chefferie, vous êtes un faux chef. Vous n'êtes pas le garant. Vous n'avez pas l'onction de vos ancêtres. Parce qu'au moment où vous intronisez, il y a des moments où une pluie peut tomber dans une zone. Au moment où on vous intronise comme chef, ça veut dire que les ancêtres sont avec vous. À partir du moment où vous avez acheté à gauche et à droite, vous êtes un faux chef. Et les faux chefs sont connus. Et quand vous avez acheté, il ne pleut pas. Oui, il ne pleut pas. Vous pouvez pas. Il n'y a pas quelque chose qui immortalise. C'est-à-dire les ancêtres ne sont pas venus. Parce que ce ne sont pas vos ancêtres. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est chef. Il est chef sur le plan du document de l'arrêté préfectoral. Mais il n'est pas chef dans l'âme. Et c'est peut-être pour ça que tu me donnes 30 minutes, 30 secondes de temps pour moi. Je voulais vous dire que c'est ça qui a fragilisé la chefferie dans le peuple petit. Pour la simple raison que les Allemands ont imposé le chef charlatan. Ce n'était pas lui qui devait être chef. Parce que quand les Allemands sont arrivés via la mer, ils ont voyagé le long du Nyon. Ils sont arrivés chez les Mbidambani. Le chef, le grand chef Mbidambani qui ne veut pas les Blancs. À l'époque, c'était les Blancs. Il ne veut pas les Blancs dans son village. Ils ont continué jusqu'à arriver à Ligisono. Quand il trouve le chef et Solo, il dit la même chose que moi. Je ne veux pas donner mon enfant pour aller apprendre l'allemand. Qui va me succéder quand il va décéder? C'est comme ils voulaient d'ailleurs enterrer leur fils qui est mort en Mbidambani. Le chef, le grand chef a dit qu'il ne veut pas. C'est pour cette raison que vous allez voir les cimetières qui sont à côté du ministère des Finances, en contrebas. C'est là où ils ont enterré leur fils et ont fait la clôture sur ce qu'on appelle aujourd'hui le nom Ongola. Donc c'est comme ça qu'on fait la clôture et ils vont donc rentrer par le même chemin via l'Oignon. Ils sont revenus et ils ont imposé la chefferie. Et quand on fait ça, c'est que vous êtes un mauvais chef. Ça c'est juste une façon de ramasser, de parler de la chefferie. Quand vous achetez, vous êtes un mauvais chef. Sachez que vos populations vous regardent. Vous êtes chef pour les populations et non pour la forêt. Guerre Fonga, pour vous. J'ai dit à l'entente de ce programme que un des plus grands succès du renouveau, c'est d'avoir réussi à assujettir les chefs. Parce que depuis Aïdio, les chefs ont toujours une relation affinitaire avec le pouvoir et ça s'est davantage amplifié avec le renouveau. Et je voulais quand même rappeler, pour ceux qui ont peut-être la mémoire sélective, qu'en 2010, il y a eu un colloque au Palais des Congrès sur ils avaient appelé ça chefferie traditionnelle du Cameroun et développement auprès du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Vous voyez bien que là que ça traduit de manière claire une sorte de mainmise de l'État sur les chefferies traditionnelles. Je voulais dire que le chef est un homme, donc il a le droit d'avoir des convictions politiques, mais il ne doit pas instrumentaliser ces sujets et les obliger à adhérer à sa cause. Seulement parce qu'un chef, du moment où il s'engage en politique, ça veut dire qu'il est prêt à aller en compétition avec ses propres sujets. Et à partir de ce moment-là, on est en train de travestir le contrat social qui pourrait lier le chef et ses sujets, parce que le chef n'est pas censé compétir avec ses sujets, il n'est pas censé les diviser, il est censé fédérer, il est censé unir. Ses convictions, il les garde pour lui, il décide dans les lois, dans l'une, parce qu'il a le droit d'avoir des affinités, il a le droit d'avoir des amis politiques comme tous les hommes, mais ça ne doit pas être un moyen pour lui d'instrumentaliser et d'assujettir ses sujets, parce que dès qu'il entre en compétition avec ses propres sujets, ça veut dire qu'on est en train de désacraliser le rôle et il perd de l'ascendance une partie de ces populations et c'est très inconfortable. Voilà. Si c'est Bamanga. Oui, Serge Alain, je pense que moi, vrai chef, faux chef, vous pouvez être un vrai chef, vous devenez un faux chef. Et vous pouvez être un faux chef, vous devenez un vrai chef. Je m'explique. Un vrai chef, pour moi, c'est celui qui est là, qui souffre, qui bataille, qui bagarre pour les populations. En faisant de la politique?
Si vous faites de la politique, en affichant son appartenance si vous faites politique, de la politique, si vous vous affichez et que les populations, vos populations ne manquent de rien, ou alors ils ont un certain minimum, pour moi, ça me va. Excusez-moi, M. Serge Alain Autou, vous savez, il y a une certaine association ici à Douala, la communauté du Grand Nord, du superviseur général Dr Bayero Fadil, que je salue d'ailleurs. Il y a un certain encadrement que les chefs ont de ce côté-là. Et une fois j'avais demandé, les chefs et les imams, une fois j'avais demandé pourquoi encadrer les chefs et les imams. Et ils m'ont répondu, lui le superviseur général de cette association, il me disait que mais ça c'est l'avenir. Puisque quand ils ne sont pas encadrés, ils sont entourés par certains vautours qui leur éloignent de l'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel? L'essentiel aujourd'hui, c'est leur population. Pour chuter, je vais dire aujourd'hui, je salue tous les chefs traditionnels du Cameroun qui sont face à cette élection régionale. La première chose. La deuxième chose, je demande au gouvernement, je demande au MINAD de donner des conditions, des bonnes conditions. Parce que, M. Serge Alain Autou, vous avez des chefs qui sont ici à Douala qui vont aller voter dans leur village. Je vous jure que même les transports, ils n'en ont pas. Maintenant, si on ne les encadre pas, s'il faut les utiliser tout le temps, on les utilise parce qu'il faut voter, puisque on sait déjà comment c'est taillé sur mesure. Les chefs ont déjà reçu, comment je peux appeler ça, non, pas les perdiens, ils ont déjà reçu, on les a déjà dit qu'ils vont voter. Ok, allez voter, mais les conseils de vote, qu'ils vont voter, on leur donne pas l'argent de transport. Justement, ce que je demande aujourd'hui, c'est que au moins on met ces chefs-là dans les conditions de quitter là où ils sont, d'un point I à un point Y, aller voter paisiblement et revenir. Maintenant, les chefs qui auront la chance d'être élus, je vous en supplie, nous sommes à un moment crucial. Aujourd'hui, il n'y a plus de mensonges, M. Serge Alain Autou. Sinon, nous allons nous retrouver sur la ligne qui est en train de se passer aujourd'hui dans le septentrion. On est en train d'arriver au moment où une élite, un chef ne pourra même pas sortir pour marcher parce qu'il va se faire attaquer par ces populations. Le travail qui est très bien fait, c'est pour nous tous. Et quand c'est pour nous tous, c'est pour le bien de qui? Du Cameroun, qui est ce beau pays qui nous appartient tous. Pour sortir, je salue le courage des chefs de l'Ouest qui enfin a fait cette sortie pour interpeller le régime qui nous gouverne depuis 38 ans de prendre la pleine mesure des différentes crises qui ont détruit littéralement notre tissu social. J'interpelle également et j'en appelle à les autres chefs, les chefs Ekan, les chefs Bassa, les chefs du Nord, ainsi de suite, de faire pareil, que ça ne soit pas une histoire des chefs de l'Ouest et que ça ne se limite pas au niveau des chefs, que également l'Église intervienne, parce que la situation socio-économique et politique de notre pays est grave. Il est temps que tout le monde la main dans la main. Maintenant, revenant sur la question du chef, je dis et je le répète, je pense que le chef, s'il a le droit de voter, il a aussi le droit d'être candidat et de ne plus voter pour quelqu'un. Sauf que il ne doit pas utiliser la politique pour faire souffrir sa population. Il ne doit pas être une marionnette de l'autorité administrative, mais il doit faire la politique pour améliorer les conditions de vie de ses populations, quel que soit son bord politique. S'il n'y avait pas l'école au village et qu'il parvienne à ramener l'école au village, s'il n'y a pas un centre de santé, parvient à faire construire un centre de santé et à l'équiper pour assurer les maternités et sauver les populations des hernies et autres, c'est que ce chef est en train de faire son job. Mais il y a une question qui se pose maintenant au niveau de chez nous des Bassa. Il faut que chez nous les Bassa, les Bambombok reprennent les chefferies. Parce que au moins eux, on a peur d'eux. Nos chefs d'aujourd'hui ne font plus peur à personne. Comment ça on veut savoir comment? Les chefs Bassa ne font plus peur à personne parce qu'ils ont été fragilisés. Comme on expliquait ici, pendant la guerre de l'indépendance, on les a tellement fragilisés depuis l'époque coloniale.
Le colon les a fragilisés, il a tué beaucoup de chefs, il pendait certains chefs devant leur population et il plaçait des personnes qui n'avaient rien à y voir avec la chefferie. Voilà. Et aujourd'hui, les Bassa, beaucoup ne s'intéressent plus à la chefferie. Ceux qui sont les garants de notre tradition aujourd'hui sont les Bambombok. Voilà pourquoi je leur demande de revenir pour prendre leurs choses. Parce que moi-même, bientôt, quand je serai intronisé en Bombok, je vais prendre les... Il y a aussi beaucoup de faux Bombok. Ils sont pleins là, Merci Pierre-Emmanuel Bignan, merci Guy-Hervé Fongan, merci Raphaël Edougou, merci à vous Cissé Bamanga d'être venu, d'avoir répondu à cette autre invitation. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cet avant-dernier numéro Equinoxe Soir. Le dernier, c'est demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Bamongoum.